Bonsoir mon cher Philippe, Bonsoir Frédéric, comment vas-tu pour cette nouvelle semaine? ça va très très bien. Alors cette semaine, nous avons comme invité le directeur de la Fondation Napoléon. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Thierry Lenz, que va nous présenter justement Philippe, que je pense que tu connais bien Thierry. Avec le plus grand plaisir, oui. Thierry, c'est la référence nationale et internationale de l'histoire napoléonienne, puisqu'il est l'auteur de multiples ouvrages sur cette période, sur la personne de Napoléon, sur les institutions françaises, enfin le travail de Napoléon. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est aujourd'hui un tel personnage historique? C'est en partie grâce à Thierry ici présent. Et en plus, en tant que directeur de la Fondation Napoléon, il gère une collection d'œuvres d'art Premier Empire importante. Donc il occupe un petit peu tous les domaines de l'histoire et des arts napoléoniens. Ah ouais, un vrai passionné, je pense Thierry. Est-ce qu'il y a un nom qu'on donne aux collectionneurs Napoléon, aux passionnés, non? Écoutez, oui, ceux qui aiment bien l'histoire napoléonienne, je les appelle des napoléonistes. Oui. Mais il y a sûrement des petits sobriquets pour ceux qui sont, on va dire, passionnés plus, quoi. Et c'est un milieu où il y a, il y a d'abord la passion de base pour le personnage de Napoléon, puis ensuite, il faut bien sûr aller étudier l'histoire. Mais il y a des personnes qui restent un petit peu à la passion de base. Donc on a des fois du mal à les convaincre qu'on peut discuter l'œuvre de Napoléon, qu'on peut la critiquer. Mais enfin bon, tout ça s'arrange. C'est le personnage historique le plus adulé en France, je suppose, voire même peut-être dans le monde. Oui, écoutez, moi je suis toujours frappé par le fait que dans le monde entier, on aime Napoléon. Alors je dis pas qu'on le connaît forcément, parce que tout le monde a son Napoléon national à lui. Les Canadiens ont le leur. Je vois à Sainte-Hélène par exemple, donc l'île où est mort Napoléon, celui qui joue le Napoléon dans les reconstitutions est noir. Alors ça peut surprendre, mais c'est leur Napoléon à eux, c'est-à-dire c'est un Napoléon qui a été intégré à leur culture locale, si vous voulez. Et puis en France, même si il est pas toujours de bon ton de se référer à Napoléon, on va dire dans les superstructures, pour prendre une expression marxiste, on voit bien dans la population, c'est un personnage qui, alors on va dire pour quelques centaines de milliers, voire 2-3 millions, sont passionnés par le sujet, et tous les autres sont au moins intéressés par le sujet. Alors tout le monde a quelque chose à dire sur Napoléon, du bien, du mal. Bon, nous on est là pour faire de l'histoire, donc après qu'ils nourrissent leur admiration ou leur haine à l'égard de Napoléon à partir de nos travaux. Alors Philippe, on a invité Thierry parce qu'il est auteur également d'un ouvrage, une bio sur Joseph Bonaparte, donc c'est l'aîné des Bonaparte. Donc c'est à ce titre, Thierry, que vous allez passer ces 2 semaines en notre compagnie, donc je te laisse pour la première question, Philippe. Avec joie. Donc effectivement, Thierry est l'auteur d'une biographie sur Joseph. Imaginez pas qu'on pouvait écrire autant sur la personne de Joseph, puisque bien qu'il fût 2 fois roi, il est derrière, sous l'ombre de son frère cadet, et il a longtemps été considéré comme un roi fainéant, une personnalité de second ordre, uniquement motivée par l'argent facile. Ce qui n'est pas entièrement faux apparemment, mais bon, il n'y a pas que ça. Et en fait, il s'avère que c'est une personnalité bien plus complexe qu'on veut le laisser entendre. Et Thierry a approfondi tout ça de manière magistrale. Alors Thierry, la question... Qui est Joseph? Oui, alors donc on a effectivement 2 semaines pour y répondre. Non, je dirais que ce que tu disais est assez exact. C'est l'image qu'on avait de lui, qui était cette image un peu de gentil garçon, quoi. Finalement, pas très méchant, mais quel incapable, quel lourdeau par rapport à Napoléon. Et moi, en fait, j'ai fait il y a une quinzaine d'années, le titre était La nouvelle histoire du Premier Empire, donc j'avais passé en revue toute l'histoire napoléonienne, et je m'étais rendu compte que chaque fois que Joseph apparaissait, et il apparaît très très souvent, enfin il est partout sous le consulat et l'Empire, je me disais, mais alors, si cet homme était aussi nul, pourquoi Napoléon lui confiait toujours des missions aussi importantes, quoi, hein? Si vraiment il avait été mauvais, par exemple, c'est ce qu'il a fait avec Louis, c'est ce qu'il a fait après avec Lucien, et il s'en est plus servi, parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas servir son projet. Et là, Joseph est tout le temps dans toutes les affaires. Donc, je me suis mis à creuser un petit peu ce personnage. Je vais pas dire, je vais pas me vanter, mais j'avais quand même un peu pressenti qu'il y avait des choses nouvelles à apporter sur Joseph, parce que
personne ne l'avait étudié, hein, quasiment. La dernière biographie de Joseph avait une 50aine d'années, c'était les années 70, et la personne s'était vraiment concentrée sur l'argent, l'amour. Bon. Alors l'argent, l'amour, maintenant je peux te le dire, oui, effectivement, Joseph Bonaparte aimait l'argent et il aimait les femmes. Bon, voilà, mais une fois qu'on a dit ça, il reste à aller explorer son rôle historique. Et donc, toutes les étapes de sa carrière sont vraiment très intéressantes. D'autant que, alors moi j'ai eu une facilité, enfin à la fois c'est facile, mais ça m'a rendu la tâche plus difficile, c'est que les archives n'avaient jamais été vues. Les archives de Joseph avaient été confisqués par Wellington après la bataille de Vittoria en 1813 et ne sont revenus en France qu'en 1979. Donc comme il n'y a pas eu vraiment de travaux sur Joseph depuis, personne n'était vraiment allé les voir. Et puis il y a deux choses, et là je dois remercier le musée Fesch et la ville d'Ajaccio, puisque je savais qu'il y avait aux États-Unis les papiers de son homme de confiance qui s'appelait Louis Maillard. Ils sont à l'université d'Yale, donc il fallait aller les voir. Et là, la masse... C'était plusieurs semaines de travail là-bas. Et en fait, un peu grâce à toi, j'ai rencontré une personne du musée Fesch qui allait faire des recherches là-bas et qui, on ne sait pas comment, a réussi à convaincre les Américains de me faire des photos de tous les papiers Maillard. Donc, ce qui fait que j'ai eu ce confort d'avoir les 5 ou 6 000 documents Maillard chez moi sur mon ordinateur. Et puis, il y a un deuxième fonds d'archives qui était à Chicago, où là, il a quand même fallu aller les voir. C'est toute la correspondance de Joseph avec son épouse pendant son exil aux États-Unis, car Joseph a passé 25 ans aux États-Unis après la chute de l'Empire. Donc il y avait du neuf. Les archives autres n'avaient pas été vraiment bien creusées, donc il y avait vraiment une biographie de Joseph à faire. Alors, on va parler donc de Joseph tout au long de cette semaine. On ira de façon chronologique, parce que Joseph, c'est le Bonaparte qui est né quand même à Corté, à l'époque de la Corse indépendante, etc. Et je ne sais pas si ça a eu une incidence finalement sur sa vie par rapport aux autres. Oui, alors oui. Il est d'abord, c'est le seul des enfants Bonaparte qui soit pas né à Ajaccio. Il est né à Corté parce qu'à ce moment-là, Charles Bonaparte était censé faire ses études à l'université de Corté. En fait, il traficotait dans l'entourage de Paoli. Laetitia avait déjà été remarquée par tout le monde, et notamment par Pascal Paoli, ce qui fait qu'ils étaient assez proches du leader, sans être pour autant... tout le monde a un petit peu exagéré, ou d'ailleurs à la fois exagéré ou parfois un peu réduit le rôle de Charles. Disons que c'était une personne de l'entourage de Paoli, quoi. Comme il avait une très belle graphie, qu'il savait lire, écrire le français... C'est sûr qu'on a dû l'utiliser comme copiste, voilà, mais bon, ce n'était pas le secrétaire intime de Paoli. Donc il se trouve à Corté, et Laetitia est enceinte pour la 3e fois, elle a déjà perdu 2 enfants, hein, et donc elle accouche à Corté. D'ailleurs la maison natale est toujours signalée. Voilà, mais... c'est, on va dire, les mystères de la naissance de Joseph. Il naît à Corté, mais il est effectivement ajaccien, parce que très vite, donc 1769, les Bonaparte se réinstallent. Et bien sûr, comme toute cette famille, l'aventure des années 1750 va avoir un impact sur leur vie. D'abord parce qu'il continuera à se passer des choses en Corse autour de Paoli pendant la Révolution, et puis ensuite parce qu'ils ont été baignés là-dedans. Alors c'est vrai qu'ils sont considérés comme étant ralliés, on va dire, au parti français, pour dire les choses simplement, mais malgré tout, ils ont été de cette aventure. Donc ça va probablement jouer un rôle, et ça jouera d'ailleurs un rôle au moment du retour de Paoli en 1790, puisque c'est Joseph Bonaparte qui va chercher Paoli sur le continent, et ils s'entendent apparemment, hein, pour ce qu'on peut en savoir, ils sont plutôt pas mal entendus. C'est-à-dire que Pascal Paoli avait, c'était 20 ans après, il avait un petit peu oublié ce qui s'était passé après, ou je vais dire plutôt, il l'avait compris. C'est-à-dire que, sauf à exiger de la population corse dans son ensemble à émigrer à ce moment-là, il fallait bien continuer à vivre, et donc se rapprocher, on va dire, du nouveau pouvoir. D'autant que ce nouveau pouvoir ne rejetait pas les élites corses. Il est au contraire, il était très demandeur de les intégrer dans les administrations, la magistrature, etc. Donc bon, on va dire tout le monde a joué son jeu pendant ces 20 ans-là, et c'est vrai qu'il y a un retour en paolisme, on va dire, après. On se quitte, Thierry Lenz. Philippe, rendez-vous demain pour la suite. Demain, donc les auditeurs l'ont compris, on va parler de Joseph Bonaparte. À demain. À demain.
Bonsoir Philippe. Bonsoir Frédéric. Thierry Lenz, bonsoir. Bonsoir. On rappelle que vous êtes directeur de la Fondation Napoléon, vous êtes notre invité cette semaine et auteur de la bio sur Joseph Bonaparte. Et on parle justement de Joseph Bonaparte cette semaine. Philippe, on a commencé hier à parler un petit peu de la naissance de Joseph, puisque, comme Thierry le disait, c'est le seul des Bonaparte à être né à Corté. Tous les autres sont nés à Ajaccio. Hein. Oui, ouais. oui, c'est le seul, c'est l'aîné de la fratrie. Il est né à Corté en janvier 1768. Et bon, rapidement... La famille va revenir s'installer à Ajaccio et va naître son frère cadet, Napoléon, 1 an et demi plus tard. Alors Thierry, quelle va être cette jeunesse de Napoléon et de Joseph, d'abord à Ajaccio et puis après les études sur le continent? Oui. Alors, comme je le dis souvent, et après bien sûr je l'explique, Joseph et Napoléon sont les 2 seuls vrais frères de la famille Bonaparte. Non pas que les autres soient pas les frères de sang, etc., mais ce sont les 2 seuls qui ont passé leur jeunesse ensemble. Ils ont 18 mois d'écart, donc d'abord Joseph est le plus âgé, il ne faut pas l'oublier, et à ces âges-là, 1 an et demi, ça représente beaucoup. Donc je dis aussi toujours que cette idée que Napoléon, presque au berceau, prend le pouvoir dans la famille Bonaparte, enfin tout ça c'est la légende. Joseph et Napoléon vont passer toute leur enfance ensemble, ils vont apprendre à lire ensemble, ils vont aller au catéchisme ensemble, à l'école ensemble. Bref, ils sont très unis, et ça explique que sûrement leur rapport très particulier par la suite. On le sait par des courriers qu'ils ont échangés au moment de l'Empire, c'est quelque chose qui compte pour eux. Hein, c'est-à-dire ils sont vraiment des vrais frères, alors qu'avec les autres enfants Bonaparte, ils vont plutôt se comporter comme des pères. Charles Bonaparte meurt en 1785, les enfants sont encore tout petits, et qui les prend en main? Ce sont les 2 grands frères. Joseph qui lui est en Corse, et Napoléon qui vient de temps en temps tirer les oreilles au moment où il arrive dans ses permissions. Donc ils ont cette petite enfance ensemble. Et puis ils partent ensemble sur le continent aussi. C'est un arrachement pour eux. Hein. Ils ont 10 ans à peu près. Ils vont se retrouver à Autun, en Bourgogne. Le climat n'est pas exactement le même. Ils arrivent en hiver. Et donc là aussi, il va y avoir une espèce de solidarité dans le malheur, on va dire. Malheureusement pour eux, Napoléon part au bout de 4 mois. Et Joseph va passer 5 ans au collège royal d'Autun, où il va beaucoup mieux apprendre le français, où il va s'occuper de littérature. Il ne sera pas si mauvais que ça en sciences. Un assez bon élève, il reçoit beaucoup de prix, et puis surtout, le premier grand trait de son caractère qui apparaît, il sait se constituer des réseaux. Toute sa vie, il va se constituer des réseaux qu'il va interconnecter. Ce qui fait qu'il n'aura jamais vraiment de gros problèmes dans la vie, parce qu'il va toujours avoir ses réseaux d'amis, des gens qui l'aiment, et qui l'aime, lui aussi, ce qui est tout à fait le contraire de Napoléon. Napoléon, c'est une espèce d'ouragan qui traverse une pièce et qui bouscule tout sur son passage. Joseph, lui, il va rester dans la pièce et il va discuter longtemps avec les gens, et puis il va montrer sa très grande culture, sa grande ouverture d'esprit. Il sera l'ami des libéraux sous l'Empire, alors que Napoléon est l'ennemi des libéraux. Il les recevra chez lui, il sera l'ami, peut-être l'amant de Madame de Staël. Donc tout ça, ça énervera beaucoup Napoléon, qui est, au fond, si on essaie de les définir, vous avez d'un côté un homme calme, cultivé, à l'écoute des autres. Et puis de l'autre côté, vous avez un petit excité qui court partout, qui veut que tout aille vite, y compris en bousculant les choses. On ne peut pas évidemment les mettre sur le même plan. Napoléon a quelque chose d'exceptionnel qu'on ne peut même pas imaginer. Mais enfin, si dans leur petite enfance ou leur adolescence, c'est un peu ça qui les différencie, quoi. Et lorsqu'ils arrivent à l'âge presque adulte, donc à la fin des études, quelle est l'ambition de Joseph ? Alors, l'ambition de Joseph, on la connaît assez tardivement, puisque les parents ont décidé qu'il serait prêtre. Hein. Ils ont vu qu'il était doux, alors que, normalement, c'est l'aîné qui était militaire et le cadet prêtre, mais apparemment, ils ont décidé que ce serait Joseph le prêtre, mais Joseph ne veut pas être prêtre. Et si on se mettait, il aime. Déjà, il doit se rendre compte de ça. C'est embêtant, c'est sûr. Et disons qu'au lieu de faire ce qu'aurait fait Napoléon, c'est-à-dire de tout casser en disant je veux pas être prêtre, il dit rien. Il dit rien, et c'est à la fin de sa scolarité qu'il profite d'une excellente occasion. Visite du prince de Condé à l'école. Le prince de Condé est le parrain de l'école. Il lui demande qu'est-ce que vous voulez faire. Réponse de Joseph, je veux servir le roi. Alors là, stupeur autour de lui, mais non, il veut être prêtre, etc. Puis le prince de Condé dit, mais non, il veut servir le roi, il servira le roi. Donc Joseph a attendu, et c'est très caractéristique de son caractère, il a attendu vraiment le bon moment
pour renverser la table, comme on a pris coutume de dire aujourd'hui, et plus personne ne pourra contester, au fond, le parrainage du prince de Condé. Il veut servir le roi, donc il sera militaire. Il ne sera pas militaire parce qu'un drame va se produire, c'est la mort de Charles Bonaparte. On sait que Napoléon jeune avait une certaine admiration pour Pasquale Paoli. Est-ce que c'était le cas aussi pour Joseph ? Oui, alors on peut, alors sans vouloir généraliser, mais enfin c'est quand même globalement le cas de la jeunesse corse à ce moment-là, et des vieux aussi, hein, puisque les vieux ont connu. Mais enfin, pour ce qui est de la jeunesse, le problème c'est de savoir quel Paoli, quoi. Hein. C'est toujours ça, c'est-à-dire est-ce que c'est l'homme des années 1750-60, ou est-ce que c'est l'homme qui va revenir en Corse en 90 et qui, il faut bien le dire, ne connaît presque plus rien de la Corse. Hein. Il vient de vivre 20 ans de façon assez somptueuse à Londres. Hein. Il avait une pension énorme versée par le gouvernement britannique. Et il se retrouve dans son village, quoi, hein, parce qu'il a voulu se retirer un petit peu pour étudier la situation. Entre son départ en 69 et son retour en 90, il y a une autre génération qui est arrivée. Et cette génération-là, c'est un peu comme les gaullistes avec De Gaulle, les mitterrandistes avec Mitterrand. Hein, elle a un autre Paoli que le vrai. Et justement, ça va être la source de la dissension entre le père spirituel et ses enfants, puisqu'il y a un fossé générationnel, je crois 44 ans d'écart entre Napoléon et Paoli. Et Paoli va voir d'un mauvais œil les agités de la fratrie Bonaparte, oui. si j'ai bien compris. Et en fait, tout le monde s'agite, parce que, alors là, on fait un petit saut dans le temps, mais lorsque Paoli revient, en fait, personne ne sait ce qu'il veut. Parce que lui n'a pas parlé, il ne parle pas. Paoli en revenant, alors j'imagine vous qui êtes du pays, vous devez savoir ce que ça signifie. En fait, il va observer cette situation et il va surtout observer cette génération, on va dire, de petits excités pour lui qui est un homme maintenant âgé, sage, qui a vécu on va dire, dans la réflexion pendant 20 ans. Il se retrouve avec à la fois ces petits Bonaparte, là, les fils de Charles. Alors il les aime bien, hein, d'ailleurs il les reçoit toujours très aimablement. Et puis il y a un autre parti, c'est le parti de Charles-André Pozzo di Borgo, c'est l'autre parti qui sont non pas la génération en dessous, mais la génération encore en dessous. Enfin, c'est-à-dire, c'est les enfants des hommes de Paoli. Et ces gens-là sont des impatients. Alors, ils n'ont pas le même Paoli. Hein. Il y a un Paoli vu, alors on va dire corsiste pour commencer en 1790, et puis il y a un Paoli qui est vu franchement comme un homme de la Révolution française. D'ailleurs lui-même au début va le dire, hein, il va dire moi ça y est, la liberté de la Corse est assurée puisque la France a assuré sa liberté. Et c'est autour de ces ambiguïtés que Paoli va entretenir un peu. Parce qu'il n'a plus la situation en main, il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont les plus jeunes qui ont pris la situation en main, qui fait qu'il va y avoir ces déchirements. C'est jamais simple, et surtout le début de la Révolution en Corse, parce que vous avez les paolistes de droite, les paolistes de gauche, les paolistes du Nord, les paolistes du Sud, plus les haines de famille, les clans, les affaires qui ont été faites entre les uns et les autres. C'est très compliqué le début de la Révolution en Corse, et il faudrait vraiment que les historiens se jettent là-dessus, parce qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes. Et au fond, je pense que ça n'a pas trop changé. Finalement, lorsqu'on écoute Thierry parler, c'est vrai, Philippe, nous qui sommes Corse et qui vont là, c'est un peu ça encore aujourd'hui. C'est très compliqué. Les mêmes schémas sociaux. Oui. Voilà. Thierry Lance, on se donne rendez-vous demain. On continuera donc de parler. Donc on reviendra donc à la vie de Joseph. On rappelle que vous êtes le directeur de la Fondation Napoléon. À demain donc pour la suite. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Frédéric. Thierry Lance, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la Fondation Napoléon. On parle de Joseph Bonaparte depuis le début de cette semaine, puisque vous êtes également auteur de la bio sur Joseph Bonaparte. Philippe, nous avons quitté hier notre Joseph au moment où il était donc parti sur le continent et il avait été séparé de son petit frère Napoléon. Je pense qu'il y a une sorte de double peine, puisque les enfants sont déracinés de leur île, de la Corse. Et on sait que lorsqu'ils arrivent sur le continent, ils avaient un petit accent qui était sujet de certaines moqueries aussi. Et puis ensuite, ils ont été arrachés l'un à l'autre finalement. Donc ça a dû être dur pour ces enfants finalement. Oui, ça a été dur. Ils l'ont dit d'ailleurs l'un et l'autre dans leurs témoignages respectifs. Ils sont beaucoup écrits
pendant cette époque, c'est-à-dire que Joseph écrivait beaucoup à Brienne et Napoléon écrivait beaucoup à Autun. Et en fait, les lettres ont été perdues, malheureusement. On sait dans quelles circonstances. Napoléon se les a fait voler sur un chemin en Vendée, enfin en allant en Vendée, et Joseph les a perdues dans un naufrage. Mais c'était des lettres intéressantes parce que Joseph lui-même dit qu'il se parlait de leur lecture, il se parlait des impressions qu'ils avaient de ce continent avec ce climat auquel ils n'étaient pas complètement habitués. Ceci étant dit, ils passent suffisamment de temps et ils ont, on va dire, suffisamment autre chose à faire, leurs ambitions respectives, pour finalement bien s'habituer. On sait par exemple que lorsque Joseph va rentrer en Corse, il ne sait plus du tout l'italien, alors que c'était sa langue maternelle. Et donc il va être obligé de réapprendre l'italien, et d'ailleurs Napoléon aussi, quand Napoléon va le rejoindre en 1784, ils vont ensemble prendre des cours d'italien, parce qu'ils ne parlent plus l'italien. Et donc ça veut dire qu'ils ne se font pas comprendre de 3/4 de la population d'Ajaccio à ce moment-là. Donc vous voyez, ils ont commencé à avoir ce que Patrice Guénifet appelle dans son livre sur Bonaparte, cette éducation française, qui ne les quittera plus. Parce qu'en fait, lorsqu'ils vont se jeter dans la Révolution, y compris au moment où elle va prendre un tour très corsiste avec Paoli, au fond, leur idée, comment dire, ils vont renoncer à ce projet assez facilement, quoi, hein, quand ils vont voir que c'est trop difficile, qu'il y a trop d'opposition, bon, ils iront tenter leur chance sur le continent. Alors, c'est vrai que les Corses les pousseront un peu dehors, mais grosso modo, si on veut résumer, c'est ça, quoi. Ils se feront assez bien après à leur départ de Corse. Ils sont plus tellement Corses quand ils reviennent, quoi. Alors, c'est un peu moins vrai pour Joseph, parce que Joseph va passer beaucoup de temps, parce qu'on l'avait laissé la fois dernière quand son père meurt. Charles Bonaparte meurt en février 1785, Joseph est là. Joseph a passé du temps avec son père, et là aussi c'est une grosse différence avec Napoléon. Joseph ne dira jamais de mal de son père dans sa vie, c'est-à-dire qu'il aura une vraie admiration pour lui, tout simplement parce qu'il est le seul à l'avoir connu. Napoléon racontera pique-pente de son père, notamment à Sainte-Hélène. Enfin, pique-pente, oui, il se moquera un peu de lui, quoi. Il n'était jamais là. Comme il ne croyait pas en Dieu, mais il est mort entouré de prêtres. Même à Montpellier, on disait qu'il était devenu saint. Enfin bon, etc. C'est un peu des moqueries. Joseph n'a jamais un mot de travers pour papa. Et justement, pour revenir au départ des Bonaparte de Corse en 1793, ils partent avec perte et fracas, bien sûr, mais lorsqu'ils arrivent sur le continent, on a coutume de penser, via les livres d'histoire, que le rebond se fait grâce à Napoléon au siège de Toulon. Ouais. Alors qu'il semblerait que celui qui remet la famille en selle soit Joseph, oui, bien sûr, via un mariage avec une femme belle comme Crésus. Donc. Oui, belle comme Crésus, c'est vrai, tu as raison de dire ça. On peut juste en 2 mots expliquer pourquoi. C'est que Joseph, qui est en Corse au moment où éclate la Révolution, va immédiatement avoir des fonctions importantes en Corse. Ça, on l'oublie toujours un petit peu, c'est que le premier à avoir réussi en politique, c'est Joseph. Il est d'abord membre du conseil municipal d'Ajaccio, puis il va être président du district d'Ajaccio, on va dire l'équivalent de la communauté urbaine d'aujourd'hui, donc avec beaucoup de pouvoirs. Là, ils avaient vraiment beaucoup de pouvoirs fiscaux, militaires, etc. Il va être au conseil général de Corse, à l'époque département unique, dont le président est Paoli quand même. Et là, c'est là que vont commencer les luttes politiques, et lui va se ranger du côté des paolistes modérés, avec autour d'un personnage qu'on oublie un peu. J'ai constaté en discutant avec des personnes qui connaissent un peu l'histoire, très mal vu apparemment en Corse, qui est Christophe Salicetti, qui est le procureur général syndic du département de la Corse, donc une espèce de préfet élu, on va dire. Et là, Joseph va vraiment s'arrimer à Salicetti. Pour des raisons simples, c'est que Paoli va finir par donner sa préférence au clan Pozzo, on va dire Peraldi Pozzo, et donc évidemment les autres vont devenir un petit peu ses adversaires, et quand l'expulsion va avoir lieu, la fuite des Bonaparte va avoir lieu, Joseph, lui, il est encore dans cette situation, c'est-à-dire il sort de fonctions très importantes, et il est le copain, si je puis dire, de Salicetti, qui est maintenant député à la Convention. Et quand ils arrivent en Provence, c'est Salicetti qui les prend sous son aile. J'ironisais la semaine dernière lors d'une conférence à Ajaccio en disant on présente toujours Madame Mère comme faisant lavant le linge de ses voisins et Caroline faisant la couturière. Bon, Caroline, 10 ans et demi, n'est-ce pas, faisant la couture pour... tout ça est faux, puisque dès que les Bonaparte arrivent en Provence, dans la région de Marseille, Salicetti les prend en main.
c'est-à-dire qu'il leur donne des subsides, et puis surtout, il trouve du travail à tout le monde. Alors, il trouve un travail extraordinaire à Joseph, puisqu'il le fait nommer commissaire des guerres. Il n'y en a pas beaucoup dans l'armée française, 150. C'est une fonction, je te vois sourire, Philippe, c'est une fonction qui lui permet de gérer les marchés de l'armée. Il n'y en a pas beaucoup. Donc vraiment, il négocie les marchés, il choisit les entreprises qui vont être les fournisseurs, etc. Donc, je vous laisse imaginer tout ce qui a pu se passer à ce moment-là, qui était assez commun, d'autant que quand Joseph installe son bureau de commissaire des guerres à Marseille, il s'entoure de gens qui sont partis de Corse eux aussi. Quand on regarde les bureaux du commissaire des guerres de Marseille, quand c'est Joseph, ils sont tous d'Ajaccio, les fonctionnaires, si vous voulez, là-dedans. Donc évidemment, dès qu'il y a un petit sou qui tombe à côté de la boîte, ils le ramassent, quoi, hein, et puis même de temps en temps, ils aident les sous à tomber, bien sûr. Ouais. Donc il va y avoir cette aide qu'il va apporter à sa famille, et puis comme tu le disais, il va faire une rencontre, alors probablement il ne se serait pas retourné dans la rue sur la demoiselle, mais quand il a connu le compte en banque, il a tout de suite tombé amoureux d'elle, quoi, hein. C'était Julie Clary, donc une fille d'une des grandes familles marseillaises, enfin probablement la plus riche famille de Marseille. Elle est laide, mais elle est riche. Elle a une sœur qui s'appelle Désirée, dont on nous fait toute une romance avec Napoléon. On va peut-être la laisser de côté pour cette fois-ci. Lui va se marier avec Julie, qui est une... D'ailleurs, c'est assez amusant quand les contemporains décrivent Julie, ils commencent toujours par dire qu'elle est intelligente, dévote et qu'elle sait tenir une conversation. Ça, c'est pour éviter à avoir à parler de son physique. Parce qu'au moment où ils vont en parler, là, évidemment, ils vont être assez sans pitié. Mais ils vont former un couple qui va durer 50 ans. Alors c'est vrai qu'ils ne vont pas vivre beaucoup ensemble. À partir du début de l'Empire, quand Joseph va devenir roi, ils vont plus se voir pratiquement pendant 7 ou 8 ans. Et puis surtout, après, ils ne se verront pas pendant les 25 ans des États-Unis. Mais apparemment, ils avaient pris leur disposition, puisque Joseph, lui, aura une quantité invraisemblable de maîtresses et d'enfants hors mariage dans toutes les situations. Alors, laide mais riche, pour quelqu'un qui aime les femmes, c'est un gros sacrifice, hein, quand même. Philippe, avant de se quitter, moi, ce qui m'étonne en écoutant Thierry, c'est le rôle, la place finalement des Corses, on l'a dit, Pozzo di Borgo, les Bonaparte, Salicetti, dans l'histoire de France, finalement. Oui, mais tu as une vieille adage, hein, nécessité fait loi. Ce sont des gens, à un moment donné, qui connaissent la peur et qui connaissent la faim. Il n'y a pas d'autre choix que s'imposer, de rentrer en force et de faire sa place et de prendre les sous qui tombent de la table. Et ils s'imposent comme ça, la plupart. Et je pense qu'il y aura d'autres Corses dans l'histoire que vous allez continuer de nous narrer tout au long de cette semaine, Thierry Lens. C'est un cas à part, hein. Oui. Violent. Hein. Ouais. Oui. On se quitte donc, et donc rendez-vous demain pour la suite des aventures de Joseph Bonaparte. À demain. Bonsoir Philippe. Bonsoir Frédéric. Nous poursuivons notre semaine Joseph Bonaparte avec Thierry Lens. Bonsoir Thierry. On rappelle que vous êtes directeur de la Fondation Napoléon, grand spécialiste de Napoléon, on l'a bien compris, et des Bonaparte en règle générale, et notamment de Joseph, puisque vous avez écrit une biographie qui porte le nom de Joseph Bonaparte, ouais, tout simplement. Alors, on a quitté, mon cher Philippe, hier soir, notre Joseph avec cette épouse laide, mais riche. Mais riche, oui, effectivement, puisque nous sommes toujours après le départ des Bonaparte de Corse, donc en 1793, et puis les années qui suivent. Donc, Joseph est à un poste sur le continent. Il est marié avec la plus riche la plus riche héritière de Marseille. Donc on va dire que la famille est sortie d'affaires, d'autant plus que Napoléon se fait remarquer au siège de Toulon, et on va passer à une étape, on va monter en gamme dans la vie des Bonaparte, puisque la petite famille va monter à la capitale, et va s'installer rive gauche, si j'ai bien compris. Alors ma question c'est comment des petites gens d'Ajaccio, quel que soit leur statut social, ils restent faibles par rapport à la grande bourgeoisie et la grande noblesse parisienne, comment des petites gens d'Ajaccio s'installent rive gauche. Oui, mais c'est tout le mystère, et c'est tout ce qui rend ce tout petit quartier là autour de la maison Bonaparte mystérieux, quoi. On devrait faire des analyses de l'air, de la poussière, des arbres, il y en a. etc. Parce que dans ce petit quadrilatère de 400 mètres carrés, vous avez ceux qui vont façonner le monde pendant 25 ans. Et je parle aussi de Pozzo di Borgo, qui a eu un rôle important. Alors, c'est pas Napoléon. Personne n'est Napoléon.
hein, dans toute cette affaire, mais ils ont quand même tous un destin assez fabuleux. Vous devriez faire vraiment des analyses d'eau, d'air, d'aller manger les racines des arbres. C'est parce que c'est peut-être ça qui explique que ce petit quartier d'Ajaccio va peupler le monde de ses dirigeants, hein, pendant une vingtaine d'années. Donc, alors effectivement, ils ont des destins un petit peu, cette fois-ci séparés à nouveau, Napoléon et Joseph. Comme on l'avait dit dans les jours précédents, si on faisait une balance dans laquelle on mette les fonctions de chacun, Joseph a des fonctions beaucoup plus importantes que Napoléon jusqu'au siège de Toulon. Particulièrement ensuite Vendémiaire, donc la répression de l'émeute de Vendémiaire par Bonaparte, Napoléon à Paris, donc en 1795. Et là, effectivement, la famille, cette fois-ci, elle est passée sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'on commence même à les connaître dans la population. On commence à ce nom très bizarre, hein, de Bonaparte, prénom de Napoléon en plus. Imaginez s'il avait été baptisé Ernest, ça serait beaucoup moins intéressant. Et donc on commence à les connaître et tout le monde va commencer à en profiter. Alors il fait monter à la capitale un petit peu, alors à un rythme pas soutenu, hein. Il y a d'abord Louis, puis il va y avoir un peu Caroline, etc. Joseph, lui, à ce moment-là, vit à Gênes. Il est parti de Marseille avec sa femme et sa famille et il participe aux affaires des Clary à Gênes et donc là il va se faire riche. Vous savez que les Bonaparte ont acheté des parts dans des corsaires, lui a fait un multiple trafic que Napoléon d'ailleurs va favoriser. Le futur cardinal Fesch s'installe à Bâle pour vendre de la porcelaine. Alors il ne faut pas croire qu'il avait un petit magasin de porcelaine. En fait il faisait du trafic de porcelaine puisqu'il pouvait acheter les porcelaines en assignat en France, c'est-à-dire avec une monnaie qui ne valait rien, et les revendre à Bâle en monnaie métallique à des étrangers qui aimaient la porcelaine de Sèvres. Ah oui, c'était évidemment pas de la petite porcelaine de Limoges, hein, c'était la porcelaine de Sèvres, etc. Donc ils ont une période de trafic. Je raconte toujours qu'à un moment donné, Napoléon écrit à Joseph en lui disant « Envoie-moi un bon spécialiste de la fabrication des pâtes alimentaires, parce que Napoléon veut se lancer dans la fabrication de pâtes. » Alors imaginez s'il avait réussi, il aurait été l'empereur du macaroni, quoi, hein, finalement. Alors bon, heureusement, Joseph ne lui trouve pas le spécialiste. Heureusement qu'il a échoué, finalement. Heureusement qu'il a échoué. Et donc on s'écrit beaucoup, et c'est encore à ce moment-là, parce que Napoléon a un petit trou d'air dans sa carrière, c'est encore Joseph qui donne des ordres à Napoléon, qui lui demande de visiter des terres pour lui, et ainsi de suite. Et puis Vendémiaire, là, Bonaparte devient le général qui a sauvé la République, et puis on l'envoie donc à l'armée d'Italie, et Gênes, ça se trouve en Italie, donc il retrouve Joseph à ce moment-là. Et on sait que Joseph a, par exemple, permis que les entreprises Clary soient les fournisseurs de savon de l'armée d'Italie. Hein, etc. Donc on voit que ça continue. Il y a aussi une aventure, j'allais dire, industrielle autour de tout ça, mais c'est un peu exagéré. Mais il ne faut jamais oublier que la gloire, c'est bien beau, mais pour avoir de la gloire, il faut de l'argent. Et donc, ils en cherchent, ils en amassent, ils en prennent, ils en volent aussi, il faut bien le dire. Déjà, au moment du district d'Ajaccio en Corse, on s'était un petit peu servi dans les caisses. Donc, les deux frères sont réunis. Alors, bien sûr, le number one à ce moment-là, c'est Napoléon. Hein, c'est la campagne d'Italie. Et il a promis à Joseph de lui trouver un nouvel emploi, parce que Napoléon n'aime pas les Clary, il trouve que ce sont de vilains négociants, comme il dit. Et donc, il veut quand même que Joseph serve l'État. Et donc, il lui propose d'essayer de lui trouver un emploi dans la diplomatie. Et il va y réussir, puisque Joseph va être nommé ambassadeur à Parme d'abord, et puis ensuite ambassadeur à Rome. Et là, lui aussi va entrer dans la grande histoire au moment de l'ambassade à Rome. Justement, au moment où Napoléon prend l'histoire par la main et arrive sur le devant de la scène avec la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte et le coup d'État de 18 Brumaire, quel est le rôle de Joseph? Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Donc, il entre dans la diplomatie, et comme c'est un homme de réseau et qu'il faut effectivement de l'argent pour financer les guerres et les révolutions, quel est son rôle dans le coup d'État? Alors, donc Rome, ambassade auprès du Saint-Siège. Il y a des incidents, un militaire français est tué, Joseph évacue Rome, enfin fait quitter l'ambassade à Rome, et il devient une sorte de héros à Paris. Parce qu'il a eu une action assez courageuse, hein. Il y a eu une fusillade, il était au milieu de la fusillade, etc. Et donc on a à ce moment-là deux Bonaparte qui commencent à être connus. Alors il y a Napoléon, mais Napoléon va partir en Égypte, donc il n'est plus là. Et puis on a ce Joseph qui reçoit bien,
qui sait parler aux gens, qui ne se fâche avec personne, qui est devenu député de Corse au Conseil des 500. Donc le voici vraiment dans la très bonne société. Et il va préparer le retour du frère. Alors, à un moment donné, on lui a proposé à lui de devenir, on va dire, le sauveur de la République, mais il aurait été un sauveur mou, lui. C'était un homme de conversation, de politique pure. Et il a eu l'intelligence de refuser parce qu'il pensait bien que c'était Napoléon qui allait résoudre les problèmes et d'une autre façon. Donc il prépare le retour du frère, il surveille Joséphine d'ailleurs au passage, parce que Napoléon a très peu confiance en elle. C'est lui qui lui verse sa pension et en fait, autant il aime recevoir beaucoup d'argent, autant il n'aime pas trop en donner, donc il lui mène un peu la vie dure. Et puis au moment où Napoléon revient, alors il n'aura pas, par exemple, le rôle de Lucien. Lucien Bonaparte, tout le monde nous parle de son rôle au 18 Brumaire. Je jure de percer le sein de mon propre frère si jamais il attente à la liberté des Français. Et puis voilà, le petit quart d'heure de gloire de Lucien Bonaparte dont on nous rebat les oreilles depuis 200 ans. Et en fait, Joseph, lui, va agir dans l'ombre. Alors c'est beaucoup, on le sait beaucoup moins, mais il va activer ses réseaux, et notamment le réseau des Jacobins qu'il a gardé. Alors lui, il a quitté le jacobinisme depuis longtemps, mais par exemple, c'est lui qui va neutraliser Bernadotte donc le général Bernadotte pendant le coup d'État. Le général Bernadotte est marié à Désiré Clary, donc c'est le beau-frère de Joseph, et Joseph va s'occuper des Jacobins parce que son beau-frère, c'est Bernadotte. Et Bernadotte écrira plus tard « Je ne suis pas intervenu contre Napoléon au 18 Brumaire parce que Joseph est mon beau-frère ». Et il ajoutera « Voyez à quoi tient le destin des grands empires ». Et donc il aura ce rôle d'édredon, d'empêcher les Jacobins de monter un contre-coup d'État. Donc c'est pas un homme d'action, je dirais, comme son frère, mais néanmoins... Oui, il est courageux. Il y a plusieurs occasions dans Ouais. sa vie où il a eu l'occasion de montrer, donc c'est un vrai homme courageux. Et puis c'est un homme qui, comment dirais-je, il prend vraiment le pouvoir quand on lui donne, il ne va pas le chercher. Au fond, il croit un petit peu à aux carrières, au fait qu'il faut beaucoup travailler pour arriver, etc. Alors comme lui, il est pas, c'est pas du tout un violent, il écarte personne, il attend qu'on vienne le chercher. Non. Et en fait, ces gens-là, généralement, ils n'ont pas de chance parce qu'on vient jamais les chercher. J'aime bien, moi, Philippe, Joseph Bonaparte, qu'on connaît mieux maintenant grâce à Thierry. Bon, on va terminer cette discussion, en tout cas pour la semaine, demain, vendredi. À demain, donc, À demain. Thierry. À demain.